Bonsoir à tous. C'est une soirée importante ce soir pour la chaîne Calédonia. À chaque fois que nous lançons une nouvelle émission, vous me direz, c'est important pour notre jeune télévision. Mais ce soir, c'est un programme particulièrement emblématique de notre ligne éditoriale que nous vous proposons. Sans tabou, c'est le nom de cette soirée et vous permet de découvrir un documentaire sur un thème qui nous concerne tous, suivi d'un débat avec des invités qui nous proposeront leur regard sur ce documentaire. Alors ce soir, nous allons parler sans tabou d'un mal qui affecte toutes les démocraties. Et la Nouvelle-Calédonie n'est pas épargnée. Ce sont les discriminations. Pendant quelques mois, les équipes de Calédonia et de Tête en Bas ont enquêté sur les discriminations au logement ou à l'emploi. Vous allez découvrir leur documentaire dans un instant. Puis nous en débattrons juste après avec Catherine Riss, professeure en sciences économiques à l'Université de Nouvelle-Calédonie, Tony Dupré, membre de la commission paritaire pour l'emploi local, et Mathieu Le Barbier, l'un de nos journalistes qui a réalisé ce documentaire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, je vous propose de regarder ensemble Discrimination, un mal calédonien. C'est un documentaire de 52 minutes signé Thomas Douchy et Mathieu Le Barbier, Cédric Thiéa, ainsi que les équipes de Tête en Bas. On a certains clients qui ont principal critère de ne pas mettre des gens de couleur dans leur appartement. Pas de gens de couleur, pas de Kanak, pas de Wallis. Il y a quelqu'un qui est venu nous déposer un dossier, c'est un gars de Poney-Riouin. Ouais, ça c'est un singe, ça. Je prends n'importe qui, mais alors pas les couches, parce que après, demain il y en a deux, après il y en a trois, puis après ça me fait une tribu dans mon quartier, tu vois. On voit bien qu'il y a encore un certain nombre de préjugés qui ne disent pas leur nom et qui sont assez difficiles à combattre parce que ça se fait au faciès, au nom. Et oui, discrimination, oui. Discrimination, oui, je l'ai ressenti. Comme ils disent ici, c'est une oreille. Il y a des attitudes souvent qui sont des attitudes racistes. Voilà. Et il y en a pas mal. Hein. Par exemple, on me disait enculé de Wallis. Alors, je savais pas où me placer parce que moi, dans ma famille, je suis métisse. C'est l'éducation qui fait ça. On peut toujours se méfier des gens qui ne sont pas de notre race ou de notre ethnie. Mais... C'est assez inquiétant, cette facilité à l'insulte raciale. L'insulte raciale arrive tout de suite au départ d'une agression, ce qui laisse à penser que c'est une parole qui se libère. C'est quel est le pays que nous rêvons? Quels sont les degrés de tolérance que chacun ait vis-à-vis de l'autre? On est à un tournant de l'histoire où il est impératif que l'on progresse sur ce terrain-là. En 1998, l'accord de Nouméa se donnait comme ambition de refonder un lien social durable en Nouvelle-Calédonie, de faire participer tout le monde au fameux destin commun. 20 ans plus tard, malgré de nombreuses avancées, les discriminations ethniques restent légion sur le Caillou. Kanak, Caldoches, Wallisiens, métropolitains ne sont pas égaux dans de nombreux secteurs de la société. Pourquoi de telles inégalités persistent? Qui les subit? Quels sont les domaines où elles sont le plus criantes? Les équipes de Calédonia ont enquêté plusieurs mois pour vous dévoiler le vrai visage de ces discriminations et du racisme en Nouvelle-Calédonie. Plongez dans un pays où le vivre ensemble est encore à construire. En Nouvelle-Calédonie, il y a un domaine où la discrimination se ferait particulièrement sentir. C'est celui du logement. Il serait beaucoup plus difficile pour une personne d'origine mélanésienne d'obtenir un contrat de location que pour un Européen. Nous avons souhaité vérifier ces affirmations. Pour commencer notre enquête, nous avons cherché à interviewer des agents immobiliers. Mais cela s'est révélé très difficile. Aucun ne souhaite évoquer cette question à visage découvert. Après plusieurs jours de recherche, nous finissons par trouver un témoin qui accepte une interview, mais à visage caché, de peur de subir les représailles de son milieu professionnel. Ça fait 5 ans que je suis agent immobilier sur l'ensemble du territoire.
Alors, durant mon expérience en province Nord, j'ai été confronté à des propriétaires qui ont souvent fait preuve de discrimination. En province Sud, c'est un peu moins vrai, mais ça arrive de temps en temps. Les propriétaires, notamment en recherche de locataires, ils préfèrent choisir leurs locataires sur une base ethnique. Eux, dans leur discours, ils sont clairs et on ne veut pas de Kanak, on ne veut pas de Wallis parce qu'on a l'impression que derrière, ils seront 10, 15 dans le logement. Même si la personne a des très bons revenus ou si elle est en CDI, si elle est seule, célibataire ou avec un enfant, peu importe. Face à ces cas en particulier, ils font preuve de discrimination ethnique. L'agent immobilier va passer quelques coups de téléphone pour nous montrer la réalité des faits. Il appelle un propriétaire qui souhaite louer un appartement de 1 pièce à Nouméa. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Tu sais, je t'ai appelé par rapport au petit logement de la F1. Et il y a quelqu'un qui est venu nous déposer un dossier parce qu'il va aller travailler à l'ANEA. C'est un gars de Poniriwa. Et Ernest Poirairiwa. Et voilà, il n'a pas... Poirairiwa. Ouais, ça c'est un singe, ça. Enfin, c'est un gars de Poniriwa en tout cas. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc après, je crois qu'il a un enfant, mais voilà, il va venir travailler sur l'ANEA normalement. Je voulais savoir si je le faisais visiter ou pas, quoi. Ouais, non. Non, déjà, rien que le nom, mon pauvre vieux, non. Moi, c'est un quartier qui est très calme. Ouais. J'ai dit, je prends n'importe qui, mais alors pas les couches, parce que après, demain, il y en a 2, après, il y en a 3, puis après, ça me fait une tribu dans mon quartier, tu vois. Ouais, après, celui-là, il avait l'air sérieux, hein, celui-là, mais après c'est toi qui me dis. Hein, mais... Ah, ben, c'est ça, ouais. Parce que moi, c'est avec l'expérience que je parle, hein. Ouais. Toi, il s'était passé quoi, toi, en fait? J'ai de la famille Kanak, je sais ça très bien comment ça se passe. Au départ, il y a la grand-mère qui va venir. Puis après, il y aura le tonton, puis après, ça me fait une tribu dans mon bordel, là. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je te remercie, tu lui racontes une histoire, tu dis pas que, voilà, quoi. Non, mais je dis que ça va être loué, je dis que ça sera loué. C'est ça, ouais. Non, je te remercie, parce que, moi, c'est un quartier qui est très calme. Ouais. Et puis, je sais comment c'est, eux autres, hein. D'accord, ok. Alors, bon. tu essayes de me trouver quelque chose d'autre? Ok. Pas de soucis, mon camarade. Merci. À plus. Allez, bonne journée, au revoir. À toi aussi, ciao. Il s'agit ici d'un cas extrême, le seul aussi violemment exprimé lors de notre enquête. Selon l'agent immobilier, les loueurs ayant des préjugés racistes restent minoritaires. Ils seraient, selon lui, de 5 à 10%. Il y a différents degrés dans le racisme des propriétaires. Des fois, c'est une simple remarque qu'on peut éviter d'entendre pour les laisser parler et finalement on n'est pas là pour considérer ce qu'ils disent. Ou des fois, c'est une réelle volonté. Et là, dans ce cas-là, on est obligé de leur dire que c'est pas légal et qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Le témoignage de cet agent immobilier est-il une exception ? Lors de notre enquête, nous avons rencontré de très nombreux agents immobiliers nous confirmant ces situations. C'est le cas de ces 2 jeunes femmes qui travaillent en tant qu'agents immobiliers depuis plusieurs années à Nouméa. Là aussi, pas de témoignage à visage découvert. Pas question de risquer les représailles de leur employeur ou de leurs confrères qui ne souhaitent pas que ces pratiques soient étalées au grand jour. Pour elles, ces discriminations sont particulièrement vraies à Nouméa. Nous, on est en relation directe avec le client. Donc, que ce soit les locataires, les clients potentiels ou les propriétaires. On gère tout ce qui est loyer, gestion locative, etc. Les soucis au quotidien, toutes les demandes à traiter. On a certains clients qui ont principal critère de ne pas mettre des gens de couleur dans leur appartement. Pas de gens de couleur. Après, ils précisent bien, hein, pas de Kanak, pas de Wallis. Pour une commerciale, c'est difficile parce qu'en général, quand quelqu'un est au téléphone, on ne sait pas sa couleur de peau. C'est quand ils arrivent sur place que là... Mais bon, ils arrivent toujours à trouver un argument pour dire que ça ne conviendra pas. Même des baux qui ont été signés, qui ont été annulés à la dernière minute, alors que les frais ils avaient été encaissés, quoi. Les gens, ils ont fait des démarches et tout, se retrouvent à la rue sans rien. Pas d'indemnité, rien. Tout ça parce que c'était un gars du Nord. Qui était de la mauvaise commune. Vous voyez, Loukanala, ça passe pas dans les locations Nouméa, quoi. Dans quel quartier la discrimination est vraiment la plus forte? Val-Plaisance, Onsvata, baie des Citrons, tout ce qui est autour des baies, là. Tuban, toit rouge, hein, pas les toits verts. Hein.
Pour ces jeunes femmes, c'est un sujet tabou, passé sous silence ou minimisé par une partie de la population. Et c'est bien souvent le même argument avancé pour refuser l'allocation. C'est des préjugés qu'ils ont parce que maintenant ici, ce qu'ils font beaucoup, on peut appeler ça aussi vivre en communauté, c'est de la colocation. Donc c'est exactement la même chose. On va donner un exemple concret. Des métros qui vont arriver, ils vont faire une coloc. C'est la même chose que des gens qui vont héberger la famille des îles ou du Nord dans un appartement où ils ont les pièces pour. Et on a des métros qui sont arrivés, ils sont dans un F4, ils sont 3 à 4 par chambre, quoi. Pour payer moins, c'est les prix aussi qui font ça. C'est la même chose. C'est juste que voilà, après ils minimisent avec le mot. Quand c'est des métros, on appelle ça une colocation, et puis quand c'est des gens d'ici, tout de suite, ils viennent, ils se parquent. Ils emmènent la tribu et tout le village. Non, c'est pas ça. Autre argument avancé par ces propriétaires, le non-paiement des loyers. Là aussi, pour elles, cela serait de l'ordre du fantasme. Après, c'est même pas une question de moyens, parce qu'après, ils considèrent que les gens d'ici, peut-être, utilisent un peu trop leur argent pour la communauté, genre peut-être les coutumes, des choses comme ça. Non, les gens, ils payent leur loyer jusqu'à la fin. Un métro, s'il a plus de boulot sur Nouméa, il quitte son appartement, il n'attend pas son 3 mois de préavis, il part. Il ne payera jamais sa dette. Les gens d'ici, ils vont la régler, même s'ils doivent venir régler 5000 balles par mois, ils le feront. On a déjà eu des exemples comme ça. Les gens, pendant des années, ils ont réglé 5000 balles par mois, quoi. Ils ont payé jusqu'au bout. Des petits revenus, mais ils ont payé jusqu'au bout leurs dettes. Selon ces jeunes femmes, ces comportements sont connus des responsables d'agences immobilières qui préfèrent fermer les yeux par appât du gain. Ce sont les propriétaires qui donnent à manger, donc le business, c'est ça. Peu importe s'il faut s'asseoir sur les principes, il n'y a plus de principe une fois qu'il y a du fric à se faire. Tant qu'il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre. Des chercheurs de l'Université de la Nouvelle-Calédonie ont mené une étude scientifique pour mesurer les discriminations ethniques dans l'accès au logement. Samuel Gorouna est chercheur au LARGE, le laboratoire de recherche juridique et économique. Avec Catherine Riss, il a conduit cette étude dans le Grand Nouméa sous la forme du testing, une méthode d'expérimentation sur le terrain très répandue pour déceler des situations de discrimination. Premier constat, il est difficile d'établir des faits de discrimination. C'est ce que nous explique Samuel Gorouna. Au fait, sur les testings, il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres. La Ligue des droits de l'homme a mené le testing pour l'entrée en boîte de nuit, facilement caractérisable parce que vous avez des gens habillés à peu près de la même façon, soit kanak, soit européens, et ils vont à la porte et sur place on vous dit d'entrer ou pas. Voilà. Ça, c'est facile à caractériser. Mais quand vous avez des envois de CV ou quand vous répondez à des annonces, il y a plusieurs filtres. C'est d'abord, on vous reçoit on vous répond. C'est pas forcément sûr qu'on vous réponde. Ça, c'est ce que nous, on a testé. Il y a aussi une autre étape, c'est les papiers qu'on va vous demander, vos garanties, etc. Est-ce qu'à tout le monde, on va demander la même chose ou est-ce qu'on va pas demander plus de choses à quelqu'un et moins à d'autres? Et quand vous avez passé ça, après, il y a le choix final, après. Donc c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs filtres comme ça. Voilà, je pense que c'était plus facile et parce que plus flagrant sur les boîtes de nuit parce qu'il n'y a qu'un seul filtre que si vous essayez de mener dans d'autres secteurs où c'est beaucoup plus difficile. Pour réussir à obtenir des résultats scientifiques et irréfutables, les chercheurs ont mis en place une étude à grande échelle. Ce qu'on a fait avec l'Université de Paris-Est, c'est qu'on a envoyé des profils différents auprès des annonceurs, ceux qui avaient des logements à louer, etc., ou à acheter dans le Grand Nouméa. Et on a mis, comme ça se fait dans l'Hexagone, effectivement, on a mis des noms à consonance soit kanak, soit consonance européenne. On a envoyé un autre signal aussi, on s'est dit, bon, on va peut-être envoyer le même signal aussi pour un Européen, mais fonctionnaire, et un kanak, fonctionnaire. Et la science économique, nous sommes économistes, la science économique, l'idée c'est qu'on ne peut pas avoir une observation ou 5 observations où on a effectivement des différences. Ce qu'il nous faut, c'est un nombre suffisant, et c'est parce qu'on aura des observations ou avec un nombre suffisant d'individus que là, on pourra dire qu'effectivement, statistiquement, on démontre bien qu'il y a de la discrimination. Alors, les chercheurs vont mettre en place une méthode éprouvée dans les plus grandes universités du monde, celle du testing à grande échelle. Entre octobre 2015 et février 2018, ils répondent à 342 annonces en présentant 4 candidats à l'allocation.
un locataire d'origine kanak et un d'origine européenne. Dans un deuxième temps, ils ajoutent une donnée de stabilité économique en précisant que chacun des candidats est fonctionnaire. Leurs résultats vont être sans appel. Je vais laisser la parole à Mme Catherine. Ce jour-là, Catherine présente les conclusions de leur enquête lors d'une conférence organisée à Koné en août 2019. Présente ce soir, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Catherine. La chercheuse commence par expliquer les grandes causes de la discrimination. Alors, il y a deux grandes causes de discrimination qui sont identifiées. La première relève des préférences. Je peux choisir de discriminer, c'est-à-dire de traiter quelqu'un différemment en fonction de mes préférences qui peuvent relever de ce qu'on appelle l'endophilie. L'endophilie, c'est quoi? C'est le fait d'aimer les personnes qui me sont proches. C'est pas que j'aime pas les autres, mais je préfère ceux qui sont comme moi. Et donc, quand j'ai un choix à faire entre deux personnes, je vais préférer choisir la personne qui me ressemble, qui est de la même origine ethnique, de la même nationalité, du même sexe, etc. etc. Ça, c'est l'endophilie. Une deuxième explication, ça peut être l'exophobie. C'est pas que je préfère forcément avoir des personnes comme moi qui me ressemblent, mais c'est que j'aime pas les autres. J'aime pas ce qui est différent. Donc, je vais choisir la personne qui est plus proche de moi. Et ça peut relever sur des questions de racisme, simplement une discrimination en fonction de l'origine ethnique de la personne que j'ai à choisir. Je préfère certaines catégories de personnes et donc je vais discriminer en fonction de ces critères pour choisir les personnes avec qui je vais travailler, les personnes que je vais accueillir dans mon logement, les personnes que je vais accueillir dans mes formations, etc. etc. Il y a ensuite des causes qui sont liées à l'information. C'est ce qu'on appelle la discrimination statistique qui est associée à des stéréotypes. Là, l'explication, c'est de dire que je n'ai pas l'information complète sur le candidat qui se présente à moi. Je n'ai pas toute son information sur sa fiabilité à pouvoir payer le loyer, sur la confiance que je peux lui accorder. Et donc, comme je n'ai pas une information parfaite, je vais me fier à une information moyenne que j'ai sur le groupe auquel il appartient. Et là, typiquement, on va parler de la discrimination ethnique dans l'accès au logement, c'est que statistiquement, en moyenne, les Kanaks ont des revenus inférieurs au reste de la population. Et donc, si je suis propriétaire, je ne prends pas de risque, je sais que c'est plus fiable de louer à un non-Kanak. Et donc, je vais faire de la discrimination sur cette base-là. C'est ce qu'on appelle une discrimination qui est liée à l'information. C'est le manque d'information qui me fait prendre cette décision de discriminer. Après 3 ans d'études, voici les résultats de l'enquête. Alors, les résultats, c'est quoi? Donc, on a envoyé les 4 profils à 342 offres de location. Et on voit qu'on a une hiérarchie assez nette dans les réponses positives, sachant que l'Européen fonctionnaire, il a 67% de réponses positives. L'Européen sans indication de stabilité professionnelle, il a 65% de réponses positives. Le Kanak fonctionnaire, 63%, on est en dessous. Et le Kanak sans aucune indication de stabilité professionnelle à 52%. En gros, une fois sur deux, on lui répond oui, et puis une fois sur deux, on lui répond non, ou on lui répond pas. Cette étude met donc scientifiquement en évidence une discrimination ethnique pour l'accès au logement. Un Européen a ainsi 13% de chances de plus qu'un Kanak d'obtenir un logement. Dans les réponses positives. Ce qui est quand même très élevé, encore une fois, par rapport à ce qu'on peut trouver partout ailleurs. Les résultats montrent également que les quartiers où l'on discrimine sont très identifiés. Des chiffres d'autant plus intéressants que la Nouvelle-Calédonie autorise, contrairement au reste de la France, des statistiques ethniques, notamment pour la répartition des communautés dans les quartiers. Et ce qu'on observe, c'est que la discrimination statistique, donc la discrimination en fonction de l'indication de la stabilité professionnelle, elle est présente dans tous les quartiers, mais elle est très forte dans les quartiers où les Kanaks sont surreprésentés. C'est-à-dire dans les quartiers où il y a beaucoup de Kanaks, on ne va pas tellement discriminer le fait que la personne soit Kanak ou pas, on va discriminer sur le fait que les personnes elle est indiquée une stabilité professionnelle ou pas. La discrimination, elle va se faire sur ce critère. En revanche, inversement, la discrimination ethnique, donc qui se fait vraiment sur le critère Kanak, non Kanak, elle est beaucoup plus forte, elle est absente dans les quartiers où il y a déjà beaucoup de Kanak, mais par contre, elle est très forte dans les quartiers où il y a peu de Kanak, où là, on est vraiment sur de la discrimination ethnique. Il y a très peu de Kanak dans le quartier, comme si on voulait vraiment pas qu'il y en ait plus, qu'ils soient fonctionnaires ou pas, c'est pas le sujet.
c'est simplement la discrimination ethnique qui est mise en évidence. Vous avez une carte ici qui reprend ça peut-être de façon plus claire, mais les quartiers sud de Nouméa, on a une population de Kanaks qui est inférieure à 15%. On a 17 points de pourcentage d'écart de réponses positives entre Kanaks et non-Kanaks. Il y a un niveau de revenus, etc. Dans la salle, les spectateurs ne sont pas surpris par ces résultats. C'est scandaleux d'avoir des résultats de telle sorte. Et puis, comme ça n'a pas évolué, ça a très peu évolué, ça ne devrait pas exister. Ça met le doigt sur une discrimination qui va totalement à l'encontre de ce qu'on veut faire pour le pays, c'est-à-dire essayer d'arriver vers un destin commun partagé. On le fait, mais voilà, ce genre de mesures peuvent très bien aller à l'encontre de ça. Et il faudrait qu'on fasse ce genre d'études sur d'autres domaines pour voir justement qu'est-ce qui nous empêche d'arriver à ce fameux vivre ensemble dans la sérénité, la joie et la bonne humeur, j'ai envie de dire. Et le destin commun, c'est d'abord des choses très concrètes qui concernent la vie des gens. De pouvoir s'habiller, de pouvoir manger correctement et de pouvoir également aussi se lotir et voilà, avoir un logement décent sans qu'on ait à justifier de quelque manière que ce soit. Et ça, il faudrait que cette étude-là soit prise en compte par nos politiques, ceux qui nous gouvernent, pour pouvoir justement améliorer les choses pour qu'il n'y ait plus cette discrimination. En Nouvelle-Calédonie, il y a donc bien des discriminations ethniques dans l'attribution des logements. Pourtant, une loi votée il y a plus de 10 ans punit ce genre de pratique. Celui qui refuse de fournir un bien ou un service encourt jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Mais les plaintes sont quasi inexistantes. Pour le sociologue Patrice Gaudin, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 30 ans, cette absence d'action en justice a une explication. Pourquoi n'y a-t-il pas suffisamment de plaintes portées en justice alors même qu'une partie de la population se sent discriminée? Je pense qu'il y a au moins 2 raisons pour ça. La première, c'est que nous sommes en train de vivre collectivement un processus d'émancipation, un processus de construction d'une nouvelle communauté, qu'on veut plus égalitaire, plus libre, etc. Et de ce fait-là, les gens se situent dans cette affaire-là et je pense qu'il y a une dimension collective qui fait que les gens se situant dans cette pensée-là, ils n'osent pas forcément, ou ils ne se sentent pas l'envie d'aller vers les plaintes. Et par ailleurs, il y a toujours la pesanteur de l'héritage socio-historique qui fait que la justice elle-même a été aussi perçue et reste encore perçue souvent comme un lieu où les discriminations existent. Il suffit d'interroger un certain nombre de jeunes Kanaks pour avoir le sentiment qu'il peut y avoir 2 poids et 2 mesures et que les mêmes fautes commises par des gens de communautés différentes ne vont pas être sanctionnées de la même manière. À partir de ce moment-là, effectivement, le droit qui devrait, dans la configuration actuelle, être un des outils de régulation sociale et donc de processus d'évolution vers la démocratie, etc., est parfois ressenti au contraire comme un instrument qui intervient, au même titre que la police ou d'autres institutions, comme aggravant au contraire les discriminations, ou en tout cas les laissant en l'état, faute de les combattre. Face à ce constat, nous avons souhaité rencontrer Elie Poigoun, le président de la Ligue des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie, pour avoir son sentiment et son regard sur cette situation. Cette figure de la cause kanak reconnaît que les discriminations perdurent 70 ans après la fin de la colonisation, mais il se veut optimiste. La société calédonienne, pour vous, elle est raciste? Je pense pas. Il y a des gens qui sont des fois, qui ont des attitudes racistes, voilà. Il y a des attitudes souvent qui sont des attitudes racistes, voilà. Et il y en a pas mal, hein, voilà. Et puis dans les expressions, des fois, on a des expressions qui sont des expressions racistes. Donc il y a un fond de racisme. Ça existe, hein, chez les Kanaks, chez les Européens, chez les Wallisiens. Les Kanaks, par exemple, il y a un racisme très fort anti-wallisien, par exemple. Je dis qu'il faut faire l'effort. Je pense qu'il y a... Je vous ai parlé tout à l'heure d'éducation, des écoles. Je crois qu'il y a un effort à faire, beaucoup d'efforts à faire dans les écoles. Et ça a beaucoup évolué. Voilà. Et voilà, on a encore beaucoup à faire parce qu'on
on vit les uns à côté des autres. Donc il faudrait qu'il y ait plus d'échanges entre les communautés. Un racisme qui s'exprime crûment sur Internet. Sur le web, des vidéos de bagarres entre jeunes de différentes communautés pullulent. Des vidéos effrayantes. Ici, des Kanaks qui se battent contre de jeunes Wallisiens. Là, des Européens contre des Océaniens. Des vidéos aux noms évocateurs que l'on trouve facilement sur YouTube. Baston Kanak versus Wallis. Troupeau de Zor versus Kanak Wallis. Des insultes racistes fusent. Et sur les images, une caractéristique récurrente. La jeunesse des acteurs de ces bagarres. Lors de notre enquête, nous avons donc voulu savoir ce que les jeunes de ce pays pensaient de la discrimination et du racisme. Se sentent-ils discriminés en fonction de leur origine? Ont-ils des préjugés sur les communautés qui ne sont pas les leurs? Nous sommes allés dans une classe de collégiens de Dumbéa, dans un quartier qui est le théâtre régulier d'affrontements entre communautés. Ce jour-là, la professeure de français organise un débat sur le racisme en Nouvelle-Calédonie. Le débat se portera sur le racisme. Nous allons être très surpris par le constat dressé par ces collégiens. Pensez-vous que le racisme fait-il toujours partie intégrante de la société? Si oui, sous quelle forme ou de quelle manière? Le racisme est toujours présent, mais on le voit pas beaucoup ici en Calédonie. C'est camouflé, c'est pas trop comme avant. On a eu une éducation comme ça aussi. C'est pas de notre faute, mais c'est l'éducation qui fait ça. On peut toujours se méfier des gens qui ne sont pas de notre race ou de notre ethnie. Il y a une forme de racisme aussi, en boîte de nuit. Le refoulement des personnes dans des bars, dans des magasins. Il y en a partout. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On a tous été racistes à des moments, sur les coups de colère. Et puis ça peut des fois partir en bagarre. C'est quoi les fondements de ces comportements? Qu'est-ce qui provoque des comportements racistes? Ça a toujours été comme ça dans les familles, je pense. Après quelques minutes de débat, nous sommes frappés par les propos de ces jeunes qui semblent sans espoir. Leur enseignante aussi. Et donc vous êtes très pessimiste? Puisque vous semblez dire que le racisme est quand même bien présent dans notre société. Le racisme, il sera toujours là parce qu'un gros mot, un acte, que ce soit sur les réseaux, en vrai, au collège, dans la famille, il y aura toujours un acte qui fera que, oui, il y aura un propos raciste. Et que le racisme sera toujours présent ici. Tous reconnaissent qu'il leur est arrivé parfois d'avoir des propos ou des comportements racistes. Bien souvent, ces comportements étaient liés à des phénomènes de groupe ou à un manque de maturité. Tout le monde a déjà dit à quelqu'un « pour ta race ». Il était raciste en 5e quand Lucas venait d'arriver au collège. On l'insultait et tout. C'est même battu dans une classe parce qu'il était blond. Alors moi je cherchais pas à comprendre. Genre il disait quelque chose, je renvoyais les propos. Et maintenant en 3e je me suis rendu compte que en fait ça sert à rien. Ça sert à rien d'être raciste. Parce que faut que tout le monde soit ensemble pour faire avancer le pays. Ça sert à rien de faire le raciste après la personne, la couleur, faut juste s'entendre en tout. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu t'es comporté comme ça? Lucas est nouveau, il arrive de France. Et qu'est-ce qui déclenche ton comportement? Tu peux analyser ça? C'était mes fréquentations en 5e. On voyait Lucas, on disait ah c'est un oreille, il vient de France, il allait faire la grosse tête. Alors que non, je me suis rendu compte que c'était une personne comme les autres. Il prenait pas la grosse tête, il restait lui-même en cours, il insultait personne. Et je me suis remis en question. Après, voilà. Donc ça c'est un témoignage intéressant parce que ça peut dire que les choses peuvent évoluer positivement. Après 1 heure de débat, le bilan est assez sombre. À les écouter, le racisme conscient ou inconscient est profondément ancré dans la société. Mais tous souhaitent que les choses changent pour mieux vivre ensemble. Oui, ça pourrait changer évidemment. Déjà commencer à ne pas insulter les gens en disant des gros mots par rapport à son ethnie. Parce que c'est pas la meilleure chose à faire, évidemment. Je comprends pas pourquoi on fait ça alors que en soi, t'es comme moi, quoi. Pas la même couleur de peau, mais on est pareil. Je suis née ici, mais mes parents sont de France. Donc en soi, je suis calédonienne, mais je suis aussi un peu aux oreilles. Oui, j'ai été confronté au racisme dans la cour.
Par exemple, on me disait enculé de Wallis. Alors, je savais pas où me placer parce que moi, dans ma famille, je suis métisse. Ma mère est kanak Wallis et mon père est foutounien Wallis. Alors, je savais pas où me placer, on me disait ça. Après, ça fait du mal quand tu vois une personne qui est en face de toi qui te dit, qui t'insulte comme ça alors que t'as rien fait. On est des humains, on est nés ici en Calédonie, c'est nous la relève de la Calédonie. Je sais pas pourquoi on va s'insulter entre nous. Qu'est-ce que tu espères pour le pays, pour les années à venir là, Moi, j'espère qu'on va savoir s'entendre entre nous. Il n'y aura plus de racisme, comme ça on va faire avancer le pays. Au-delà de ces témoignages, est-il possible de quantifier les actes racistes ou discriminatoires en Nouvelle-Calédonie? Nous avons pris rendez-vous avec Alexis Bourrose, le procureur de la République. En tant que magistrat, il est quotidiennement confronté à des affaires de racisme. Les choses sont certainement plus diffuses en France. Le racisme est important, on le sait, mais il ne s'exprime pas aussi facilement que sur le territoire. Là, on retrouve une expression qui est parfois très violente verbalement dans les nombreuses agressions qu'on peut avoir sur la voie publique et qui sont en même temps commises sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, où l'on a l'impression que la parole se libère. À l'égard des communautés entre mélanésiennes et wallisiennes, j'allais dire c'est presque malheureusement historique puisqu'on a de très nombreuses affaires qui révèlent des affrontements entre ces deux communautés. Et le racisme enfin existe à l'égard de la population mélanésienne, mais elle est sans doute moins exprimée, elle est plus diffuse, elle est plus insidieuse, mais elle existe pour autant. Pour ne pas généraliser, le tribunal, c'est le réceptacle de tous les dysfonctionnements d'une société et c'est pas forcément le reflet fidèle d'une société. Hein, ça, c'est quand même. Je ne pense pas que l'ensemble des Calédoniens soient racistes, loin de là, et fort heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a une expression qui est faite d'actes racistes, une manifestation d'actes racistes en nombre beaucoup plus important. Du coup, alors concrètement, dans les affaires. Le racisme, souvent, c'est quoi? Alors, c'est une circonstance aggravante, c'est... Mais ces insultes racistes sont très rarement sanctionnées malgré la loi. Alors, le racisme est le mobile de nombreuses agressions physiques ou de dégradation également. C'est une circonstance aggravante. Elle apparaît parce que des témoins ou les victimes elles-mêmes ont pu répéter les propos qui ont pu être tenus par l'agresseur et qui est clairement de connotation raciste. En revanche, lorsqu'on interroge le mis en cause, on a un déni de cet aspect-là, ou alors on a une tentative vaine d'explication qui consiste à dire, certes, j'ai pu le dire, mais fondamentalement, je ne le pense pas. C'est l'alcool qui me fait dire n'importe quoi. Et on n'est pas du tout dans une justification de l'acte à caractère raciste. En tout cas, le racisme n'est pas assumé au moment où on passe devant le tribunal. Il est décomplexé dans son expression au moment de la commission de l'infraction, mais en revanche, on a tout de suite un retour en arrière lorsqu'on interroge les gens. Alors, cette circonstance aggravante de racisme, on l'utilise finalement assez peu. Si la circonstance aggravante de racisme n'est pas reprise dans la qualification, elle est en revanche au cœur des débats souvent, et bien sûr que le tribunal en tient compte dans le quantum de la peine qui est prononcée. À ce stade de notre enquête, nous décidons de nous intéresser à un autre domaine où les discriminations sont également courantes en Nouvelle-Calédonie, celui du travail. Les discriminations y prennent différentes formes. Les populations d'origine kanak auraient plus de mal à accéder à l'emploi. Et celles d'origine européenne se sentiraient discriminées face à une loi qui favorise l'emploi local. Nous commençons par nous pencher sur les chiffres de l'emploi. En 2018, le taux de chômage en Nouvelle-Calédonie s'établit à 11,6%. Pour les personnes d'origine kanak, il est de 18,6%. Pourquoi une telle différence? Pour le sociologue Patrice Gaudin, ces 7% d'écart sont multifactoriels, mais peuvent s'expliquer en partie par des attitudes discriminatoires. On voit bien qu'il y a encore un certain nombre de préjugés qui ne disent pas leur nom et qui sont assez difficiles à combattre parce que ça se fait au faciès, au nom, qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore cette pesanteur qui pense que, je ne sais pas, les Océaniens sont peut-être encore pas suffisamment compétents ou pas suffisamment investis dans leur travail, pas suffisamment consciencieux. Eh bien, ces problèmes-là deviennent la justification pour ne pas aller employer des gens, alors même
que normalement ces discriminations n'ont plus lieu d'être dans l'état de droit qui est aujourd'hui institué depuis les accords de Matignon-Oudinot et l'accord de Nouméa. Ces chiffres du chômage, plus élevés chez les Kanaks, s'inscrivent dans un cadre plus large d'inégalités sociales et économiques profondes, qui date, selon le sociologue, de la colonisation. On est dans une société, en Nouvelle-Calédonie, que les anthropologues, les sociologues ont tendance à appeler fragmentées, composites, plurielles, c'est-à-dire des sociétés qui ont comme caractéristique première, liée d'ailleurs à la colonisation, d'être des sociétés de communauté. Donc on a des différences communautaires très marquées et pour l'essentiel, elles se fréquentent très très peu. Donc elles vont se développer séparément les unes des autres. C'est lié à la colonisation. Et ce qui va être lié aussi à la colonisation, c'est que bien entendu, cette différenciation des communautés s'accompagne d'inégalités socio-économiques extrêmement fortes. On va dire rapidement, les populations colonisées sont généralement les plus pauvres, les moins bien formées, celles qui jouissent des droits les plus réduits, les plus discriminés. Et de l'autre côté, on a effectivement la population originaire du pays colonisateur, dans lequel on va retrouver les populations les plus riches. Pour lutter contre ces discriminations, les autorités ont mis en place plusieurs politiques publiques d'envergure. L'une d'entre elles est unique en France. En juillet 2010, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie adoptait une loi visant à soutenir l'emploi local. Le texte stipule qu'à compétences et qualifications égales, un employeur est tenu de donner priorité aux citoyens de Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Tony Dupré, le directeur de la commission paritaire de l'emploi local, nous rappelle l'essence de cette loi, parfois jugée comme une loi d'exclusion. Cette loi du pays, c'est un acte fondateur de l'accord de Nouméa, qui a été voté à l'unanimité des groupes politiques. Le législateur il a voulu donc protéger le citoyen et celui qui a également une durée de résidence suffisante. Donc quelque part, certains pourront toujours parler d'exclusion, alors que ce n'est pas le cas. La loi donc donne priorité en matière d'accès à l'emploi et de promotion aux citoyens, et ensuite donc à celui qui aura une durée de résidence suffisante par rapport au métier demandé. Mais au final, donc, si un employeur ne trouve personne dans ces deux cas de figure, libre à lui de recruter à l'extérieur. Ce n'est pas une loi d'exclusion, mais c'est une loi qui priorise. Pour vérifier que la loi est bien appliquée, la Commission se penche chaque mois sur les demandes de constat de carence des recruteurs. C'est-à-dire la possibilité pour une entreprise de recruter un non-calédonien s'il ne trouve pas un CV avec les bonnes compétences. Déjà qui nous saisissent. Alors, on a un courrier en ce sens du patron. Le patron du restaurant affirme ne pas trouver parmi les citoyens calédoniens le bon profil. Il demande donc un constat de carence. Demande de carence, je suis signé gérant de Coné, à avoir fait un dépôt de 2 offres de chef cuisinier à Cap Emploi Coné et à ce jour n'avoir eu aucune candidature. De ce fait, je souhaiterais faire une demande de constat de carence par la commission paritaire de l'emploi local. Bon, on peut toujours débattre, mais à partir du moment où on a une demande de carence et qu'on n'a aucune candidature, ça va être compliqué pour s'opposer à la carence. On ne peut pas candidater si ceux qui sont en recherche d'emploi ils n'ont pas connaissance de cet appel à candidature. Il n'y a plus de spécialité propre à vietnamien et à chinois. Même moi, je suis capable de le faire. Là. On ne va pas embaucher un métro pour venir faire des spécialités vietnamiennes. Je m'excuse, je le dis comme ça, on va embaucher un mec qui va arriver 2 oreillers pour faire des spécialités vietnamiennes et asiatiques. Mais c'est pas un oreille qui veut, c'est un vietnamien. On en a ici, on en a. On le voit, le travail de la Commission autour de cette notion de discrimination positive est complexe. Elle sait aussi que ces questions sont souvent le déclencheur de conflits sociaux importants lorsqu'un employeur recrute un non-calédonien. Ce fut le cas pour Franck, installé depuis quelques mois à Nouméa. Ce boucher métropolitain, avec 20 ans d'expérience, avait trouvé à son arrivée un emploi dans une chaîne de supermarchés pour en diriger la boucherie principale. Mais son premier jour de travail ne se passe pas comme prévu. Arrivé 6h, personne. J'étais tout seul. Pas de directeur, pas de directrice, personne. Et à un moment, il y a un syndicaliste qui arrive devant moi. Je l'ai appris après que c'était un syndicaliste. Et il me dit on n'a rien contre nous.
Sur le coup, je ne comprends pas la situation. Et quand la directrice arrive, enfin, après 1h30 d'attente, elle annonce qu'il y a un piquet de grève, quoi. L'USTKE s'oppose à cette embauche. Pour le principal syndicat indépendantiste, l'employeur aurait pu trouver un boucher qualifié dans ses rangs ou former un boucher en interne pour pouvoir occuper ce poste. J'ai voulu dialoguer, mais le dialogue était complètement fermé. Complètement fermé. Donc il n'y avait personne pour me soutenir. Oui, je me suis senti seul. La direction du magasin demande à Franck de rester chez lui quelques jours, le temps de régler la situation. Arrive le mercredi soir pour me dire que c'était fini, le contrat était caduc, l'aventure s'arrêtait. Tu t'es senti discriminé véritablement? Et oui, discrimination, oui. Discrimination, oui, je l'ai ressenti. Sur le coup, je l'ai ressenti. Mes proches me l'avaient expliqué, on te l'avait dit, mais je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. J'ai laissé des enfants en France, donc je voyais que j'avais un poste qui arrivait, j'aurais pu prendre tranquillement un petit appartement, vivre ici et faire venir mes enfants en vacances, et ça aurait été le top, quoi. Mais bon, tout ça, ça a été remis à l'eau. Hein. Comme ils disent ici, c'est une oreille. Donc, moi, personnellement, je trouve pas ça beau. Nous avons souhaité interviewer les directeurs du supermarché sur ce dossier. Malgré nos nombreuses relances, ils n'ont pas souhaité nous répondre. Face à ce cas, nous sommes retournés voir Tony Dupré, le directeur de la commission paritaire pour l'emploi local. De ce que moi j'ai pu entendre de ce dossier, l'employeur n'avait pas déposé l'offre d'emploi. Alors là, on touche du doigt donc l'essentiel de cette loi, c'est-à-dire que la loi oblige le fait que chaque offre d'emploi doit être déposée dans les différents services de placement, en province sud, en province nord et aux îles. C'est fondamental, puisque si vous n'êtes pas informé qu'il y a une offre d'emploi, forcément, vous ne pouvez pas postuler. Je ne sais pas si ça a été volontaire ou pas. Vous savez, depuis maintenant 7 ans que je siège dans cette commission, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont des employeurs qui jouent le jeu, hein, qui sont sérieux, d'autres qui sont un peu récalcitrantes et d'autres qui essayent donc de contourner la loi. Ça, c'est clair. Car selon le directeur, il y a notamment une pratique illégale très courante, la non-publication de l'offre d'emploi. Cette obligation, donc, elle n'est pas respectée dans la mesure où il suffit de reprendre les chiffres de la direction du travail de l'emploi, où on s'aperçoit qu'en moyenne, il n'y a qu'entre 12 et 13% d'offres d'emploi réellement déposées. Et ça, c'est quand même la base de la loi. Hein. Si vous n'êtes pas informé d'une offre d'emploi, comment postuler? Ce n'est pas la petite entreprise qui va essayer de tricher ou de... souvent, on a affaire à des grosses structures qui non seulement ont les capacités de former donc en interne, d'anticiper, et ils ne le font pas. Donc ils attendent le dernier moment pour nous dire moi voilà, j'ai telle offre d'emploi, je trouve personne, donc je réclame une carence. Pour Tony Dupré, les politiques ont une lourde responsabilité dans ces pratiques. Moi, je dirais plutôt que c'est le politique dans son ensemble qui a voté une loi qui, lui, donc, n'aide pas forcément donc, les partenaires sociaux dans l'application de cette loi. La loi obligeait donc notre commission à faire un bilan au bout de 3 ans. Et alors d'aujourd'hui, sur les 22 préconisations que notre commission a faites, il n'y en a que 2 qui ont abouti. Donc on sent bien que là, il y a un décalage entre le vote, le discours et après l'application. Si la loi existe, je tiens à le dire, si la loi elle vit, c'est parce que ce sont les partenaires sociaux qui la font vivre. La loi sur l'emploi local n'est pas le seul dispositif mis en place afin d'assurer un rééquilibrage économique et social en direction des populations océaniennes. En 1989, après la signature des accords de Matignon, le programme 400 cadres, devenu depuis Cadre Avenir, est lancé. Un programme qui vise à limiter la discrimination des Océaniens dans l'accès aux postes à responsabilité. Il s'agit d'assurer la formation des cadres calédoniens et notamment des Kanaks. En 30 ans, près de 1800 personnes auraient suivi ce programme, dont 71% de Kanaks. Des futurs cadres dont la candidature à ce programme est évaluée lors de commissions comme celle-ci. Ensuite, on passe aux nouvelles candidatures. Vous avez ici la liste des 17 personnes que nous avons reçues qui ont candidaté à Cadre Avenir. Seulement 4 candidats ont été validés par le programme Cadre Avenir. Pour être sélectionné, il faut disposer d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans, être titulaire du baccalauréat et avoir moins de 40 ans.
Tous souhaitent continuer leur formation pour accéder à des postes à responsabilité. Elle est inspectrice de sanitaire social, fonctionnaire territorial de catégorie A, et elle n'a pas ses compétences de management. Et elle a toujours postulé sur des postes de chef de service ou de directeur, sauf qu'ils lui remettent en question le fait qu'elle manque d'expérience de management. Donc c'est pour ça qu'on l'a validée. Donc elle apporte les 50% restants, puisque la Nouvelle-Calédonie, son employeur, n'apporte pas. Donc 50% d'investissement personnel financier, et puis Cadre apporte les 50% restants. Voilà. Sur les 4 candidatures, donc avis favorable, pas de souci pour la commission. Bon, le reste, 7 sont réorientés. Des candidats choisis en fonction des besoins en compétences de la Nouvelle-Calédonie et qui bénéficieront tous d'une bourse pour étudier en métropole. Pour son directeur, Daniel Roneich, ce dispositif de discrimination positive a permis un rééquilibrage et de désamorcer les tensions entre communautés qui étaient à leur paroxysme il y a 30 ans. Ce qui est clair, c'est que voir ces gens partir en métropole, et je pense que c'est le contexte qu'il faut qu'on regarde et moins l'impact de leur parcours de formation, mais c'est sûr que quand ces gens-là, ils ont pris l'avion, j'imagine que de tous bords ici en Nouvelle-Calédonie, on a vu éteindre les maisons qui brûlaient, on a vu les barrages des cocotiers coupés au bord de la route se lever et dégager, on a vu les sections de gendarmerie circuler dans les tribus. Voilà, je pense que ça, c'est le côté qu'on peut aussi occulter quand on parle de la première promotion de Cadre Avenir. Le directeur reconnaît cependant que certains candidats ont bénéficié de passe-droit. Des pratiques loin de la philosophie du programme. On a eu par le passé des candidatures qui nous sont imposées par certains élus de tous bords, par exemple, ça existe. Et même certains ont passé le filtre de sélection, mais nous avons par exemple des élus, des syndicats qui poussent à ce que le candidat parte en métropole. Et bien, quand c'est passé comme ça, on en avait vu des échecs. J'en ai en tête des noms qui n'ont pas réussi leur parcours, parce qu'on est passé outre la remise à niveau, on est passé outre nos prestataires qui veillent quand même sur la partie pédagogique, si les gens ont du potentiel ou pas. Malgré cela, pour Daniel Roneich, Cadre Avenir est un vrai outil qui participe à la réussite du destin commun. Mais le chemin à parcourir est encore long. C'est à nous, Calédoniens. Si les gens pointent du doigt le programme parce que, oui, c'est 70, c'est quel est le pays que nous rêvons ? Quels sont les degrés de tolérance que chacun ait vis-à-vis de l'autre? Ça c'est des vraies questions qui me semblent. Et c'est pour ça que ce programme ne doit pas s'éteindre aujourd'hui. En 30 ans, malgré les discriminations, le monde du travail a fait émerger des réussites dans la population mélanésienne et des exemples d'entreprises. Travailler ensemble malgré ces différences est possible. C'est notamment le cas d'Air Calédonie. Dirigée par un PDG kanak, la compagnie a réussi un recrutement à l'image du pays. Pilotes, hôtesses, stewards, agents au sol sont de toutes les communautés. Elle compte notamment Ronald Ourené, 58 ans, 20 ans chez Air Calédonie. Pilote-instructeur, c'est aujourd'hui une figure de l'entreprise, mais cela n'a pas toujours été le cas. J'ai été le premier kanak qui est arrivé à Arcal. Et c'est vrai qu'au départ, ça pouvait porter à se poser des questions vis-à-vis de la communauté où j'arrivais et les collègues de l'époque vis-à-vis de moi, parce que bon, ils étaient en droit, sûrement pour eux, de se demander si j'avais effectué la formation comme n'importe quel pilote standard. Au départ, c'est sûr qu'ils se demandaient ce que je faisais devant, mais là, maintenant, bon, c'est plus le cas. Je fais partie du paysage. Ce matin, il vole avec Vaya, la première copilote d'origine wallisienne de 28 ans. Vaya et moi, on a grandi dans le même quartier. C'est le quartier de Riverstar, à Rivière-Salée. 30 ans après, on se retrouve tous les deux en commande de l'avion. Moi, j'ai rencontré Ronald quand j'étais encore lycéenne. Et je savais voilà, de nom qui était Ronald, premier pilote mélanisien.
suis tombée par hasard sur un vol pour le Vanuatu. Ronald allait en vacances et j'allais également en vacances au Vanuatu. Et donc je l'ai approché pour poser un peu des questions sur son parcours. Parce que l'aéronautique m'intéressait déjà depuis longtemps. Ouais, Ronald, c'est une inspiration pour nous tous sur l'Arcal. C'est notre pilier. Pour Ronald, leurs exemples de réussite doivent être un moteur pour la jeunesse calédonienne. Vaya, elle vient aussi d'une communauté océanienne. Vaya, elle a des origines wallisiennes. Et c'est l'occasion aussi pour elle de montrer à sa communauté que voilà, c'est possible, on peut aller au bout de ses rêves. C'est important pour la jeunesse de ce pays de se dire qu'on n'est pas bloqué dans une voie sans issue, mais qu'en fin de compte, en y mettant les moyens, en rencontrant les bonnes personnes, en travaillant, ces rêves, on peut finir un jour par les concrétiser, quoi. Il faut faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose d'exceptionnel, quoi. Que quand on me voit moi ou que quand on voit Vaya, on n'ait pas l'impression de voir des extraterrestres. On fait partie du paysage calédonien comme n'importe quel autre calédonien, et puis voilà, c'est devenu quelque chose de normal, quoi. Quant à l'avenir de son pays, Ronald est optimiste. Il croit encore à ce destin commun. Il y a 20 ans de ça, il y a 30 ans de ça, la Nouvelle-Calédonie, je ne la voyais pas de cette manière-là. Il n'y avait pas autant de diversité, hein, comme je dis, hein, dans le paysage général. Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui se forment de communautés différentes que c'est même plus, c'est un sujet d'étonnement, quoi. De voir un Kanak, un Wallisien, un Tahitien ou d'autres communautés océaniennes qui occupent des postes à responsabilité. Et ça, c'est une forme de révolution qu'il faut encourager. C'est pas pour autant que on va mettre maintenant de côté la communauté européenne. C'est pas le sujet. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est montrer ce pays sous toutes ses formes. Ok, ouais, voilà, on est arrivé. Montrer ce pays sous toutes ses formes et faire en sorte que la société calédonienne, encore si fragmentée, trouve définitivement le chemin de l'apaisement. Pour que le destin commun calédonien ne reste pas la formule d'un accord vieux de 30 ans, mais soit demain une référence pour les pays du Pacifique et du reste du monde. Nous sommes de retour sur le plateau de Calédonia pour débattre de ce documentaire signé, je le rappelle, Thomas Douchy avec Mathieu Le Barbier et Cédric Thiéa. Nous sommes donc avec nos trois invités que vous avez aperçus à l'instant dans le film. Catherine Ries, professeure en sciences économiques à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Tony Dupré, membre de la commission paritaire pour l'emploi local, avec Mathieu Le Barbier, l'un des artisans de ce documentaire. Rebonsoir. Bonsoir. On va effectuer un premier tour de table en découvrant tous ces témoignages. Qu'avez-vous ressenti les uns et les autres, je dirais personnellement, viscéralement, en dehors de vos fonctions professionnelles? On va commencer avec Catherine. Ouais, c'est assez édifiant, effectivement, de voir de façon aussi factuelle des choses qu'on sent, dont on entend parler et qui, là, sont démontrées et apparaissent à l'écran, avec ces témoignages qui sont quand même très forts. Et puis, je crois que la force du documentaire, c'est, effectivement, c'est le titre, on commence sur les discriminations, mais on voit bien que ça repose sur beaucoup de racisme, sur des inégalités entretenues par ce racisme qui crée les discriminations, qui elles-mêmes engendrent ces inégalités. Donc ça montre un peu ce mécanisme, ce cercle vicieux. Voilà. On le voit, on le ressent. On le voit et c'est assez fort. Édifiant pour Catherine, pour Tony Dupré. Oui, je dirais un peu la même chose que
Catherine avec des moments forts, des moments même un peu choquants dans des termes employés par chacun. Mais je crois que Catherine a raison aussi. Les inégalités font qu'aussi après on amène vers le racisme, quoi. Après il y a moi j'ai toujours été un peu, je suis convaincu depuis toujours que les inégalités font que voilà on envie l'autre. On se tourne vers la politique, ou après donc on dérive on dérive vers un racisme, alors que je suis profondément convaincu que de toute façon en Nouvelle-Calédonie, être raciste, c'est pratiquement impossible, quoi. Enfin, quand je dis ça, c'est vrai que c'est peut-être, on va pas me croire, mais je veux dire, on a la chance d'avoir ce mélange de culture, ce mélange de race. En plus, qui aujourd'hui peut vraiment dire qu'il est kanak, qu'il est vietnamien, qu'il est européen? Il y a tout un mélange qui s'est fait au fil du temps et qui va continuer, qui est persévéré, quoi. Et je pense que là aussi, le politique, il porte une lourde responsabilité. Le message doit être bon, le message doit être rassurant, le destin commun doit vraiment s'accomplir. Mathieu, vous avez travaillé pendant un bon moment sur la réalisation de ce documentaire. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti plutôt? C'est compliqué parce que c'est quand même, comme disait Louis-José Barbanson, le pays du non-dit. Donc il y a quand même des choses qui ne se disent pas. Et puis d'aller à la rencontre des Calédoniens quand on est Calédonien, et puis d'essayer de parler de ce genre de choses-là, de passer certaines frontières, c'est très compliqué parce que c'est le mal qui ronge vraiment la société calédonienne. Et s'attaquer à la base à ce genre de problème, c'est s'attaquer à un gros problème de la société dans laquelle on vit, quoi. On attaque fort ce documentaire avec ce faux CV du nom d'une personne originaire de la commune de Ponerewen. Donc rappelle que c'est un faux CV justement pour pouvoir recueillir cette séquence. Les mots sont forts, les propos sont durs, mais sont tout de même relativisés. On se rend compte tout le long de ce documentaire, Catherine. Quand on parle de « oui, c'est un singe », enfin, il y a quand même des termes... Ah oui, il y a des termes qui sont choquants. Et c'est d'ailleurs montré dans le documentaire aussi, où effectivement, le racisme est passé dans des expressions, qu'on a l'impression que les gens ne se rendent même plus vraiment compte de ce qu'ils disent. C'est des expressions qui sont passées dans le langage courant, mais qui reposent sur effectivement des idées, des préjugés profondément racistes. Et il y a une espèce de... Du coup, moi j'ai senti ça, je suis depuis assez longtemps maintenant en Nouvelle-Calédonie, mais quand même, quand on vient de l'extérieur, on sent quand même, j'ai envie de dire, cette liberté de parole par rapport au racisme qu'on ne connaît pas, en tout cas que moi je n'ai pas connu sur dans d'autres pays. Pas cette sanction selon vous, et donc du coup cette légèreté, est-ce qu'elle pourrait s'expliquer par un laxisme en termes de répression et de sanctions ou d'information? Parce que peut-être que les gens le disent ou le répètent pour les adolescents et les enfants et ne sont pas conscients de la profondeur des termes qui sont utilisés, qui peuvent faire du mal et qui peuvent être passibles d'une peine. Moi, je dirais qu'il y a aussi l'ignorance de l'autre, la méconnaissance. On le voit bien, c'est intéressant à un moment le débat entre les jeunes, là, où il dit bien, il est arrivé de métropole, je ne le connais pas. Donc voilà, après c'est en crier des oreilles. Et en fin de compte, après, il a appris à le connaître et il dit, en fin de compte, non, c'est un copain, on ne se connaissait pas. Je pense que ça, c'est en plus entretenu depuis toujours, quoi. Et là aussi, je rejoins Catherine, on prend l'habitude de ces expressions tout à fait locales, ou souvent basées sur le racisme, qui sont dites et qui perdurent, quoi. Et au niveau des jeunes, c'est dommage d'entendre ça, quoi. Mais du coup, là, on est tous d'accord autour de cette table sur ces faits, sur un manque d'information. On parlait tu as utilisé, Tony, le mot ignorant. Quand on est dans l'ignorance, forcément, on est prêt à tout dire, tout savoir sur tout et n'importe quoi. Est-ce que le problème ne vient pas de là, en fait, sur l'information, sur l'éducation? Je pense que c'est effectivement l'un des leviers contre les inégalités et les discriminations. Il y a le levier juridique, légal, c'est que c'est un délit puni par la loi et donc la sanction devrait s'appliquer. Mais il y a aussi une grande partie de prévention et de sensibilisation. Des campagnes qui sensibilisent à ces
ces propos, à ces actes que effectivement on fait par ignorance. Alors on est quand même tous conscients de ce qu'on fait. Moi, c'est pas que de l'ignorance non plus. Mais je pense qu'effectivement la sensibilisation par des campagnes, par des émissions, par des documentaires comme celui-là en particulier, ça fait partie de l'éducation. Ça dit mais attention là, c'est pas normal ce qu'on dit. C'est pas juste une expression. C'est pas normal. On ne doit pas utiliser des termes comme ça. On ne doit pas aller dans ce sens. Donc la sensibilisation, effectivement, c'est quelque chose d'important et qui, à mon sens, n'est pas vraiment conduite en Nouvelle-Calédonie. La sensibilisation antiraciste, moi, je l'ai pas vue dans les politiques publiques. Et c'est ce qui manque en ce moment, la sensibilisation des projets peut-être portés par nos élus. Oui, et puis à chaque fois, elle se ravive à chaque élection, quoi. On le voit bien avec l'approche du référendum, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Donc l'histoire politique fait que depuis les événements, chaque fois ça revient, quoi. On sent bien, et c'est ça que là, je parlais du politique, quoi. À l'heure où on espère tous un destin commun, on a plutôt des clivages forts qui s'affirment à chaque élection, à chaque campagne électorale, quoi. Où après le message qui est transmis auprès des jeunes, il est pas bon du tout. Il est biaisé. Moi, je pense vraiment que justement la question de base aussi, c'est quelle société on veut transmettre à nos enfants. C'est qu'est-ce qu'on va leur transmettre comme valeur. Et le problème, jusqu'à maintenant, c'est qu'on sort aussi d'une société ségrégée où on a transmis des mauvaises valeurs, on a transmis aussi de la rancœur et puis de la rancune et de la haine. Et c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on veut pour demain, pour nos enfants, quoi. Et ce qui est marrant, c'est dans le documentaire, toujours en début du documentaire avec ce faux CV et cet appel pour l'allocation d'une maison, la personne nous dit au téléphone, en plus, non, moi je ne veux pas lui faire louer ma maison, j'ai du sang kanak, je sais comment ça se passe, et en même temps avant, il a utilisé le mot singe. Enfin, il y a une subtilité qui est propre quand même à la Nouvelle-Calédonie et qu'on a du mal à expliquer. Qu'en pensez-vous? C'était une question, là, je vois que vous êtes d'accord avec moi, mais oui. cette subtilité-là, c'est... L'insulte est facile. On insulte de manière pratiquement normale, quoi, comme si c'était rentré dans les mœurs. C'est là où on revient est là aussi, sur ce qu'on disait, sur l'éducation. Bien sûr. C'est le paradoxe de ce pays aussi, parce que les gens ont toujours une grand-mère en commun et finalement on continue de se transmettre ces choses-là. On dit des choses avec légèreté. J'aimerais que l'on revienne sur le thème de notre émission discrimination aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Il y a un passage dans le documentaire où on parle de l'évolution lorsque vous avez fait vos testings en 2015 et 2017. Catherine Riss, est-ce que vous avez eu des difficultés également sur le terrain, des difficultés comme Mathieu et Cédric ont pu rencontrer? Non, parce que le principe du testing, de ces envois de réponses fictives, en fait, en réponse à des annonces, c'est une méthode qui est éprouvée, qui existe depuis les années 80, même avant aux États-Unis. Donc, on a les protocoles, on sait comment les mettre en place, etc. Et c'est simplement, il faut s'équiper d'adresses mail, de téléphone, et on répond à des annonces. Et c'est vraiment la toute première étape de la discrimination, puisque c'est juste, il y a un appartement à louer, je réponds avec un nom kanak, je réponds avec un nom européen et je regarde juste, j'observe juste si on me répond oui c'est bon vous pouvez venir visiter ou non l'appartement est déjà loué. Donc c'est vraiment la toute première étape, donc c'est pas compliqué à mettre en œuvre. J'ai envie de dire beaucoup moins compliqué que effectivement se présenter, visiter où là ça implique une personne, l'obtention d'un rendez-vous, etc. On est vraiment sur la toute première étape, donc ça prend du temps, ça mobilise des ressources humaines qui vont répondre à ces annonces et qui vont collecter les résultats, mais c'est pas est-ce que à mettre en œuvre. Les résultats vous ont choqué ou c'est ce qui était attendu? Les résultats nous ont choqués. On savait, si on l'a fait, c'est parce que des témoignages de différentes sources nous sont venus en disant voilà, on sent qu'il y a une inégalité quand on veut accéder à un logement. Donc on a mis en place le testing et on a quand même été choqués, c'est des écarts de réponse qu'il y avait par rapport à ce qui a été fait ailleurs. Parce que des testings sur l'accès au logement, ça existe dans beaucoup de pays du monde. Et c'est vrai que là, les écarts étaient particulièrement importants. Mais je veux dire, ce qui nous a peut-être encore plus
déçue, c'est qu'on a fait donc cette première vague de testing en 2015. Ça a été médiatisé, donc les résultats présentés journaux, télé, radio, etc., en montrant qu'il y a de la discrimination, en rappelant que la discrimination c'est un délit, c'est puni par la loi, on n'a pas le droit de discriminer sur une base ethnique. Et un an et demi après, on refait un testing, et puis là on a l'espoir quand on est chercheur que notre travail il sert quand même un peu à quelque chose, qu'on a notre utilité sociale, et que peut-être il y a eu des prises de conscience et que les gens vont quand même rectifier un peu leur comportement. Mais on refait la même chose un an et demi après, les résultats sont... Alors justement, c'était le sens de ma prochaine question. Est-ce que vous avez l'impression, en voyant ce documentaire, que les choses évoluent dans le bon sens, Tony Dupré? Je sais pas. On a la réponse de Catherine déjà, sur l'étude un an après. Enfin, c'est aussi difficile un an après de pouvoir obtenir quelque chose, mais en ce qui vous concerne, dans votre milieu professionnel? Moi, je le vois au niveau de l'emploi, les choses n'évoluent pas. Je reviens donc sur la loi sur l'emploi local où certains s'offusquent de cette priorité qui est donnée. Dans d'autres pays, donner priorité à ses citoyens pour l'emploi, on trouve ça normal. Ici, ce qu'on a fait, on l'a officialisé par une loi du pays. Parce qu'à un moment donné, dans l'histoire du pays, il fallait passer par là. C'est un acte fondateur de l'accord de Nouméa, comme je le dis. Donc voilà. Après, c'est pas une loi d'exclusion, mais quelque part après, il faut que la loi, elle s'applique réellement. En ce moment, tous au niveau des syndicats ou même des politiques, on reçoit beaucoup de jeunes qui nous disent mais il y a cette loi, mais moi je fais des études et quand je reviens, je trouve pas de travail. Donc c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un lien entre cette discrimination-là, ce que vous venez d'évoquer à l'instant, et puis ce qu'on peut voir en matière de logement? Alors, pour moi, il y a une différence fondamentale, c'est que la discrimination dans l'accès au logement, accès à l'emploi, etc., sur une base de genre, ethnique, religieuse ou quoi que ce soit, c'est un délit, c'est puni par la loi et ça devrait être sanctionné. Alors que la loi sur la promotion et la protection de l'emploi local, qui a été mise en place et votée à l'unanimité, ça date de 2010. Oui, ça a été voté à l'unanimité. C'est une politique de discrimination positive qui est portée par la loi. Donc d'ailleurs, ça m'a un peu gênée dans le documentaire quand on fait témoigner cette personne qui vient de France, qui se sent discriminée dans l'accès à l'emploi, alors que c'est pas de la discrimination, c'est on respecte la loi, on fait respecter la loi. Donc je pense qu'il y a une différence et cette politique de discrimination positive vers les citoyens calédoniens, elle a été mise en place pour répondre à une inégalité. À la base, il y avait une inégalité et comme toute politique de discrimination positive, ça répond à quelque chose qu'on juge inéquitable ou injuste. Donc c'est vraiment, ça porte le même nom, discrimination et discrimination positive, mais ça n'a absolument pas le même objectif et les mêmes bases. Et encore, je dirais juste pour compléter qu'elle ne répond pas totalement à la demande. Et la loi, maintenant, depuis 2010, elle montre un peu ses limites. C'est pour ça que je lis dans le reportage, on a fait un bilan il y a 3 ans pour l'améliorer, forcément. Et, vous avez été entendu? Non. Okay. Non, et là, pareil, les politiques, en plus, avec notre statut, avec nos provinces, on voit bien que les provinces, depuis maintenant plusieurs mois, s'arc-boutent donc sur leurs compétences. Donc on assiste même à de l'emploi local localisé. Donc là où nous, on réclame une logique pays, une politique pays pour l'emploi, on voit bien que là aussi, je suis en province nord, donc je réserve mes emplois ou mes formations à la province nord. Pareil pour le sud et les îles. Et donc, et l'échec, il est un peu là aussi. C'est pour ça qu'on dit que le futur statut doit remettre en place une politique pays en matière d'emploi. Tony Dupré, vous siégez depuis 8 ans dans la commission paritaire pour l'emploi local. Vous avez présidé cette commission ces 2 dernières années. Dans le film, vous dites que 12 ou 13% des offres d'emploi sont réellement déposées. Et vous pointez du doigt les grandes entreprises qui contournent la loi. Alors pourquoi autant de grandes entreprises ne respectent pas la loi sur l'emploi local ? Par facilité, parce que voilà, alors qu'on a les moyens de former, d'anticiper, on préfère attendre et au dernier moment, donc on va faire une fiche de poste en plus qui va peut-être être ciblée pour recruter un tel ou un tel. Et ça, c'est très dommageable. Et en CPEL, ce sont souvent les mêmes en plus qui reviennent. CPEL ?
Oui, en commission pour l'emploi local, souvent les demandes de carence sont souvent les mêmes grosses structures quoi, qui reviennent vers nous. Alors vous pointez du doigt les politiques qui ne vous aident pas à appliquer la loi. Que devrait-il faire pour mieux soutenir les partenaires sociaux ? Eh bien déjà, que la loi s'applique, celle qui a été votée, elle s'applique. Des contrôles et des sanctions sont prévus par la loi. Jusqu'à présent, elles sont pas du tout à... Les sanctions ne sont pas assez dissuasives selon vous ? Tout à fait. Elles sont pas assez... Déjà, il faudrait faire tous les contrôles et sanctionner. Et c'est pas du tout le cas. Et la loi doit être améliorée. Les syndicats ont demandé à pouvoir un peu participer, notamment dans le fait de pouvoir eux-mêmes contester une embauche. Parce que voilà, dans ce pays où tout le monde se connaît, pour un jeune, c'est pas toujours facile. Hein. La loi prévoit de contester une embauche. Hein. On s'estime prioritaire, on dit je conteste. Le problème, c'est qu'il faut avoir matière à agir pour contester. Et donc, à l'heure actuelle, un syndicat ne peut pas le faire. Alors que si nous, on pouvait aider, donc, ce serait plus simple. On sent bien qu'il y a une loi qui est votée. On ne donne pas les moyens donc, aux partenaires sociaux donc, de l'appliquer, hein, notamment à travers des services de placement, hein, au travers des statistiques aussi. Hein. En matière d'emploi, c'est dramatique. Quoi. On manque cruellement de statistiques hein, pour pouvoir réellement appliquer cette loi. Est-ce que certains ressentent cette loi de l'emploi local comme une loi d'exclusion ? Oui. Alors là, le paradoxe, certains la ressentent comme une loi d'exclusion et d'autres, elle va passer loin pour d'autres. Elle n'est pas encore perçue comme telle, c'est-à-dire une loi qui peut répondre à un manquement. Elle a le mérite d'exister. Hein. Oui. Elle a le mérite d'exister, attention. Hein. Je dis, mais on arrive à un moment maintenant là, où il faut vraiment prendre en compte le bilan qu'on a fait et avancer. Mais là, c'est toujours pareil, parce qu'on tombe toujours en période électorale où on va nous dire qu'en collégialité, c'est pas facile de faire passer donc, des réformes. Et notamment cette loi qui doit être améliorée, il faut trouver une majorité. Vous n'êtes pas prêt encore de voir les choses passer là, avec le calendrier des élections qui nous attend cette année. Mais en termes d'emploi, Jimmy, il y a d'autres choses qu'on pourrait aborder. Il y a, en termes de discrimination, notamment les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, depuis des années, où là, on a un écart moyen de 17,8% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Hein. Ça sera l'objet d'un autre documentaire peut-être. Il y a aussi sur le travailleur handicapé, où malgré une loi du pays qui existe depuis 2009, une loi du pays fondée sur justement la non-discrimination, où on se rend compte que notamment le secteur public ou privé, les deux confondus, préfèrent payer des amendes plutôt que de recruter. Et ces discriminations, elles sont importantes, Jimmy. Elles sont très importantes parce que ça, plus l'emploi local, on sent quand même qu'au bout d'un moment, on arrive au bout du système, quoi. Il faut revoir les choses. Catherine Riss, est-ce que d'un point de vue économique, la discrimination positive produit de bons résultats ? Alors, c'est évidemment très controversé. Parce que là, on parle des salaires, des différences, oui. Voilà, la discrimination, ça existe depuis aux États-Unis d'abord, Grande-Bretagne ensuite, depuis les années 70. Donc, c'est quelque chose qui est éprouvé et qui reste encore. Alors, moi, je défends fermement la discrimination positive parce que je pense que ça fait gagner énormément de temps. On l'avait senti. On est face à des inégalités, des discriminations que si on ne met pas en place une loi qui dit non, on va faire autrement, il faut attendre que les générations, les mentalités, etc., avec une loi, mais la parité, ce qui a été mis en place en France et en Calédonie, la parité électorale, on a gagné 30 ans. Si on avait laissé faire, ça aurait mis 30 ans jusqu'à ce Est-ce que ça rééquilibre un peu les choses ? Alors, la contrepartie, c'est qu'effectivement, ça permet d'affirmer quelque chose, de faire aller plus vite. Après, notamment dans les politiques d'emploi ou dans les politiques de formation, comme Cadre Avenir. Et Cadre Avenir, c'est typiquement un dispositif de discrimination positive qui a été mis en place en faveur des Kanaks. C'est le seul. L'emploi local, c'est pas ethnicisé, j'ai envie de dire. C'est au niveau de la citoyenneté. Le Cadre Avenir, ça l'est. Après, ce qu'on dit sur notamment les problèmes de formation, il y a une volonté politique derrière, mais c'est que ça permet bien souvent de former une élite. Oui, alors justement. Finalement, on a cette élite-là qui est formée, mais que la masse ou la grande majorité reste bien en arrière. Oui. C'est vrai,
on le constate dans les chiffres, effectivement, c'est rarement un mouvement direct de toute la population vers le haut, mais en même temps, on a besoin de cette élite. Quand on est un jeune, qu'on veut se projeter dans ses études, se projeter dans son avenir professionnel, si on n'a pas de modèle de personnes de notre communauté, de notre environnement qui est sur tel emploi, on ne peut pas viser ça. Oui, on le voit chez les Kanaks, notamment. Voilà, il faut ces élites, il faut ces modèles. Et les politiques de discrimination positive permettent d'arriver à ça. Poste à responsabilité reste peu accessible aux Kanaks. Ah oui, on a encore de grandes inégalités. De toute façon, plus on monte dans les niveaux d'emploi, plus les inégalités ethniques, notamment, sont importantes. Donc, ça, c'est quelque chose. Ça permettrait de permettre aux enfants d'avoir des modèles pour viser plus haut. Voilà, de dire je peux y arriver. Voilà. Je connais quelqu'un de mon environnement social, culturel qui l'a fait, donc je peux y arriver aussi. C'est l'objectif de la loi sur l'emploi local. En partie. Voilà, de permettre aux autres d'avoir un modèle qui a réussi et qui accède aux postes à responsabilité. Tout à fait, donc c'est permettre d'accéder à des postes, de monter en compétences, parce qu'on oublie qu'il n'y a pas que l'accès à l'emploi, il y a aussi la promotion interne. La loi parle aussi de promotion interne, donc c'est promouvoir, monter en compétences et occuper bien sûr après des postes à responsabilité. Parmi les autres solutions, il y a la formation. On a vu Daniel Ronech, dans l'ex-directeur de Cadre Avenir. Oui, parce qu'entre-temps, il a été interviewé au moment où il était encore directeur du GIP Cadre Avenir. Il avoue qu'il y a eu des passe-droits, des candidats pistonnés par des politiques ou des syndicats avec des échecs cuisants une fois qu'ils ont pris leur poste. Tony Dupré, là, on touche du doigt les abus de la discrimination positive. Oui. Des fois, ça va trop loin. Le monde syndical, on le vit. Ça nous aussi au sein de l'entreprise, où l'entreprise va favoriser tel syndicat parce qu'on est proche, parce que voilà, on va. Et ça, il faut le dénoncer aussi, quoi. Forcément, si on a la bonne carte syndicale, donc on aura la promotion, on aura l'emploi. Mais comment ça évolue par rapport je ne sais pas, sur les 10 dernières années, c'est de plus en plus marqué, ou ça commence à rentrer dans les mœurs je dirais que ça stagne. C'est toujours pareil. Dans les mœurs. Oui. Voilà, on le sait que telle boîte, c'est tel syndicat ou tel est plus ou moins en bon terme à les faveurs de l'entreprise, que ce soit dans le secteur privé, mais également dans la fonction publique. C'est pareil. Alors dans le documentaire, on n'a pas pu aborder tous les types de discrimination, mais qu'on a pu évoquer avec nos invités, notamment les discriminations à l'entrée des boîtes de nuit, donc les discriminations hommes-femmes ou les discriminations contre les personnes en situation de handicap, comme vous le disiez un instant, Tony Dupré. Mathieu, en 52 minutes, il fallait faire le choix. Il fallait faire des choix et puis on manquait aussi de temps dans la réalisation sur le terrain. Ça a été compliqué de pouvoir aborder effectivement toutes ces thématiques-là. Mais après, pouvoir se focaliser sur le logement, c'est aussi une manière d'avoir des résultats plus intéressants, quoi. Mais même par rapport à l'emploi, ça a été très compliqué pour nous. Et puis, c'est des techniques. Le testing aussi est une technique d'investigation qui, pour la télé, qui est compliquée à mettre en place, quoi. On a besoin de caméras cachées, on a besoin de choses comme ça. Et c'était pas un exercice facile. Et c'était un bon exercice nouveau pour nous. Parce qu'en Calédonie, qui fait vraiment de l'investigation, finalement, c'est trop petit. C'est les chaînes métropolitaines qui viennent ici faire des vrais sujets d'investigation. Et tout le monde se connaît. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas. Puis 52 minutes, c'est court aussi, quoi. Je vous propose maintenant de nous tourner vers l'avenir, puisqu'on arrive presque à la fin de cette émission. Comment ce problème de discrimination pourrait-il évoluer? Quelles solutions on pourrait imaginer, selon vous? Catherine Riss. Alors, j'ai parlé de solutions. Il y a des préconisations qui sont faites, notamment moi, pour avoir travaillé sur la discrimination de l'accès au logement. Le constat est qu'il y a moins de discrimination dans les quartiers urbains où il y a plus de mixité sociale et ethnique. Donc on pourrait se dire, si on met en place des politiques urbaines, des politiques publiques qui favorisent cette mixité, on pourrait espérer que les gens, en se côtoyant, se connaissent mieux. C'est l'espoir de la mixité ethnique, qu'une fois qu'on connaît l'autre, on voit moins les différences et on voit plus ce qui nous rassemble et on l'accepte mieux et on est prêt à habiter à côté de lui, on est prêt à l'employer si j'ai un emploi vacant, etc. Donc effectivement, les politiques urbaines font partie de ça, avec une efficacité qui partout dans le monde est quand même limitée. Mais
ça peut être l'un des moyens. La sensibilisation, c'est un autre moyen, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais je pense que effectivement, les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer dans ces aspects de lutte contre les discriminations. Voilà, alors ce que vous venez de dire à l'instant, ça fait écho à ce qu'on a vu dans le documentaire avec ces échanges de collégiens que vous évoquiez en début d'émission, Tony Dupré. Là, on sent que dès le plus jeune âge, le communautarisme et les stéréotypes sont déjà présents. Oui, ils sont ancrés dans la société calédonienne. Mais les jeunes n'ont pas de filtre et c'est pour ça qu'on allait les voir aussi, qu'on a laissé la parole à des jeunes parce que c'est aussi les éponges de notre société, c'est une sorte de miroir. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de facilité à parler de ces choses-là, à mettre des mots là-dessus. Des fois, quand on interviewe des adultes calédoniens, ils ont vraiment beaucoup de mal à s'exprimer là-dessus. Mais les jeunes, ils sont sans filtre. Et du coup, ils disent des vérités qui sont frappantes, quoi. Donc, vous parlez des politiques publiques importantes qui pourraient justement apporter cette mixité. En matière éducative. Et qui agissent peut-être sur, effectivement, l'éducation à l'égalité, à la diversité, aux différences. Mais je pense que c'est aussi... Bon, tout ça, c'est fondé sur effectivement des préjugés racistes, mais qui relèvent aussi de la partie immergée de l'iceberg, qui est que la société calédonienne, elle est inégalitaire. Et je ne suis pas sûre qu'on ait aujourd'hui une école, par exemple, qui mette au même niveau la culture kanak et la culture européenne. Et à partir de là, si dès l'enfance, les enfants, on leur fait sentir que les langues kanak, la culture kanak, c'est pas au même niveau que la culture française ou la langue française, ça entretient ça. Continue notre tour de table avec Tony Dupré. Oui, je suis d'accord. Éducation, sensibilisation, respect donc des coutumes des uns et des autres. En plus, c'est une richesse. Et pareil, je pense que le pays aurait aussi à gagner sur une fois pour toutes qu'on ait un statut qui... Voilà, on a ces référendums à répétition. Je pense qu'une stabilité politique aiderait aussi, je pense, là-dessus, parce que chaque fois, on le voit, les messages dérivent, quoi. Je crois que nous arrivons au terme de cette émission. Madame et messieurs, je propose que l'on termine par une note d'espoir. S'il y avait une chose que l'on pourrait faire les uns et les autres pour lutter contre les discriminations, ce serait laquelle, Catherine? Vous me prenez de court. Eh bien, en parler, rappeler que c'est illégal. Moi, je pense que c'est quand même important de le dire que c'est pas naturel, c'est pas normal de considérer, d'évaluer les gens selon leur origine, leur genre, etc. C'est en parlant, comme on le fait là, comme le fait le documentaire, de rappeler que c'est non. C'est pas... Même dans un pays de non-dit, il faut en parler. Ouais. Oui, surtout que tout le discours de tous les partis politiques, on est sur le destin commun. Mais oui, mais concrètement, vous faites quoi pour que les gens arrivent à vivre ensemble, s'acceptent les uns les autres? Merci Catherine Riss. Tony Dupré. Moi, je dirais le dialogue là aussi, permanent, le dialogue. Dialogue dans les familles, dans les structures, dans les entreprises, entre les politiques. Le dialogue, il n'y a que par le dialogue qu'on pourra s'en sortir. Merci Tony Dupré. Continue avec Mathieu. Oui, apprendre à se connaître, arrêter d'habiter les uns à côté des autres, et puis vraiment s'intéresser à l'autre, à sa culture, effectivement. C'est le dialogue, c'est l'échange, c'est le partage. Il faut passer par tout ça, et puis... Je n'ai pas le mot de la fin, mais bon. On fera un autre documentaire pour voir si les choses ont évolué. Dans 10 ans, peut-être. Voilà, et bien pour notre part, nous espérons avoir fait avancer le débat en soulevant des questions sans tabou, comme nous essaierons de le faire tous les premiers lundis du mois sur Calédonia, bien évidemment. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Sans Tabou consacré aux violences faites aux femmes, un autre sujet d'inquiétude ici au pays. Merci encore une fois. Merci. Merci. Merci à tous et bonne soirée sur Calédonia.